Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée que mes internes m'invitent à une telle présentation. Je suis impressionnée par ce congrès. Vous êtes reçus en plus au Palais de la Bourse, donc on est quand même très fiers de vous recevoir ici. Donc bienvenue. J'espère que vous passerez un excellent week-end à Bordeaux. Donc moi je suis interniste, je suis à milieu de ce qui vient d'être discuté à l'instant. J'étais un petit peu perdue, je suis assez impressionnée par le niveau que vous avez. Moi je vais parler de choses qui me paraissent bien plus simples et plus concrètes peut-être. Je suis dans le centre de référence des cytopénies auto-immunes et des maladies auto-immunes systémiques, et donc à ce titre je vais vous parler d'un sujet que je connais un peu, qui sont les manifestations dysimmunitaires et inflammatoires des SMD, LMMC. J'aime bien le préciser parce que souvent on met tout dans le spectre de l'auto-immunité. Ce qui est faux, en fait, les maladies sont différentes. Les maladies inflammatoires ne sont pas des maladies auto-immunes. Ça peut se chevaucher, mais ce sont deux entités différentes. Et donc, on va essayer de les aborder ensemble. Pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Et je me suis dit, quand ils m'ont proposé de faire ce sujet qui m'intéresse beaucoup, je me suis dit, oh là là, il faut que je me mette dans la tête d'un hématologue. Et quand je vois ce qui vient d'être discuté, je me suis dit que je suis vraiment pas hématologue. Et donc, j'ai essayé de me mettre à votre place en me disant, mais en fait, ils veulent savoir quoi à propos de cette thématique. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de répondre à certaines questions, mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Vous me le direz. Donc, déjà, est-ce que c'est fréquent comme association? Quel est le timing de survenue? Quel lien entre les deux? Quels sont les patients qui sont concernés? De quelle pathologie parle-t-on? Côté hémato, côté maladie inflammatoire auto-immune. Quel est l'impact d'avoir une maladie auto-immune ou inflammatoire sur l'hémopathie? Et finalement, comment il faut les traiter, ces patients? Est-ce qu'il faut traiter le clone? Est-ce qu'il faut traiter l'inflammation, l'auto-immunité? Est-ce qu'il faut traiter les deux? Qu'en est-il aujourd'hui? Donc ça, c'est les réponses de l'interniste que je vais essayer de vous apporter. Et ensuite, vous me poserez les questions qui manquent. Alors, est-ce que c'est une association fréquente? Oui, c'est une association fréquente et c'est une thématique qu'on aime beaucoup en médecine interne, que vous rencontrez forcément en hématologie, puisque quand on prend en charge un patient qui a un SMD, une LMMC, c'est 11 à 30% d'entre eux qui ont une pathologie auto-immune ou inflammatoire associé, mais le lien il est bidirectionnel, et quand on a un patient qui a une maladie auto-immune ou inflammatoire et qu'on l'en suit pour cela, eh ben, on a notre ratio de SMD ou de LMMC qui est de 1,45 à 2,1 selon les cohortes que l'on prend, en sachant que ces cohortes sont extrêmement hétérogènes, que ça va dépendre de la définition de la maladie. Quand c'est l'interniste qui fait le travail, peut-être qu'il va être aller un peu plus fin sur la définition de la maladie auto-immune inflammatoire, je me lâche. Et si c'est par contre l'hémato, parfois on se dit, oh là, il a mis ça dans le truc inflammatoire auto-immun, pas du tout. Donc, et puis tout dépend du timing aussi qu'on va choisir. Si on prend les antécédents du patient il y a 20 ans, peut-être qu'on va trouver une ambiance auto-immune il y a 20 ans. Peut-être qu'il faut en tenir compte aussi, c'est quelque chose d'important, mais d'autres séries, on n'en tiendra pas compte. Donc c'est très hétérogène, mais clairement, en effet, il y a ce surrisque de SMD ou LMC, ça on le sait, depuis très longtemps. Alors quand est-ce que ça arrive? Là, c'est le festival. En fait, ça arrive, on ne sait pas trop, tout dépend des travaux que l'on prend. Si on prend cette étude qui est française, en fait, mais qui a peu de patients, ils nous disent, dans un tiers des cas, c'est avant, un tiers des cas, c'est pendant, et un tiers des cas, on le voit après. Bon, très bien. Si on prend cette cohorte beaucoup plus large de pathologies bien définies, donc ce sont que des LMMC, près de 400 patients, ils ont fait une belle analyse assez descriptive du spectre auto-immun ou inflammatoire de ces patients-là. Dans près de 60% des cas, on a des manifestations qui surviennent avant ici, et puis le reste arrive qu'après. Et ce sont essentiellement des cytopénies auto-immunes qui étaient rapportées ici de façon très très détaillée, donc des PTI notamment dans le spectre de CLMMC, donc CLMMC qui était très bien exploré sur le plan cytopénique avec ce spectre de PTI qui était diagnostiqué avant. Mais pas toujours, et nous d'ailleurs, on s'était dit à Bordeaux qu'on allait s'intéresser également à la même thématique en reprenant la cohorte bordelaise et nos 108 patients bordelais qu'on a exploités avec nos collègues hématologues ici présents. Dans cette étude-là, où on a regardé finalement les manifestations auto-immunes et inflammatoires de ces patients, on a vu qu'en fait, dans la moitié des cas, c'était écrit en même temps, on découvrait les deux à cette occasion, et puis il y en avait un peu avant et après. Donc finalement, le timing, il n'est pas très très clair, et là je m'arrête là parce que j'ai que 30 minutes, mais on aurait pu dérouler comme ça les survenues de ces pathologies. Ce qui est sûr, c'est que ça peut arriver très très tôt
en fait dans l'histoire du patient, et ça c'est intéressant de le regarder. C'est pas anodin que de se dire tiens, il a une LMMC, mais quand on reprend l'histoire, finalement il y a eu des choses dans le passé de ce patient, et si on prend ce registre d'Anderson qui est extrêmement exhaustif, qui s'est interrogé aux pathologies myéloïdes de ces patients et leur histoire médicale, on voit qu'en effet il y a bien longtemps déjà ces patients avaient une polyarthrite rhumatoïde, une histoire de pseudo-polyarthrite rhizomélique, une anémie de Birmer, voire une sclérodermie qui est ressortie ici, alors que c'est une pathologie qui reste assez rare. Donc en effet, on se dit que quand même, parfois, la maladie auto-immune, elle peut faire le lit de cette hémopathie qui va s'installer plus tardivement chez le patient. Alors le lien entre la maladie auto-immune et la myélodysplasie, il est conséquent, et il y a beaucoup de données autour de cette thématique qui nous font dire qu'en effet, les deux sont intrinsèquement liés. Par contre, qui est la conséquence de quoi? C'est pas si simple que ça à définir, mais en tout cas, il y a des éléments forts pour comprendre cette association que l'on voit dans notre pratique clinique. Alors bien sûr, on parlera d'hématospoïèse clonale, mais quand on parle de patients qui ont une maladie auto-immune depuis très longtemps, il ne faut pas oublier l'impact des traitements. On verra quel est l'impact de ces traitements sur la myélodysplasie. Il y a de l'inflammation excessive, bien sûr, dans la maladie inflammatoire, mais aussi dans la myélodysplasie. Il y a une dérégulation de l'immunité adaptative, et tout ça, en effet, ça va également s'associer à des symptômes d'auto-immunité ou d'inflammation. Alors, la myélodysplasie, c'est un état pro-inflammatoire, et cet état pro-inflammatoire, il est lié à plein d'éléments qui sont un petit peu résumés dans cette diapositive. C'est pour ça que je l'ai choisi. Alors dans les facteurs pro-inflammatoires, il y a des mutations sur lesquelles on reviendra. Il y a des polymorphismes génétiques qui sont communs aux manifestations inflammatoires et à la myélodysplasie. Il y a des voies immunitaires qui sont dérégulées, et notamment on assistera sur la voie de l'inflammasome lors de cette présentation. Et il y a des dysfonctions cellulaires au niveau des Treg, des T8, des cellules NK, des macrophages qui vont participer à une dysrégulation de l'hématopoïèse d'un côté, et d'autre part à la survenue de la maladie auto-immune et inflammatoire. Alors je vous l'ai dit, il y a une prédisposition génétique partagée. J'en ai choisi quelques-uns. Les anomalies des récepteurs de l'IL1 sont bien connues en médecine interne pour donner des maladies auto-inflammatoires, sont aussi associées à ces hémopathies, de même que les mutations TP53 par exemple. On a également des cytokines pro-inflammatoires qui sont sécrétées en excès aussi bien dans l'hémopathie que dans les maladies auto-immunes. Les dérégulations de la voie NF-κB prennent le pas également sur les dernières données dans le contexte de l'auto-immunité. Et puis il y a également l'effet mutagène de certaines molécules, et on va revenir dessus concernant l'azatioprine en fait, qui est reconnu comme un facteur de risque de néoplasie myéloïde. Et dans cette cohorte publié dans le JAMA en 2017, ils avaient repris des patients qui avaient un diagnostic de SMD ou de LAM et qui avaient une maladie auto-immune, et ils ont vu en effet ce surrisque assez net avec l'azatioprine que l'on connaît tous, avec nos patients qui prennent l'azatioprine depuis des années, qui deviennent très macrocytaires jusqu'à devenir myélodysplasique si on n'arrête pas cette azatioprine. J'ai souligné ici tous les autres traitements, vous voyez, qui n'apparaissent pas avec un surrisque, notamment les anti-TNF, parce que c'est vrai que nous, en médecine interne, dans le domaine de la rhumatologie, on a toujours très peur de mettre certaines biothérapies, notamment les anti-TNF, quand on est dans le spectre de quelque chose de néoplasique, mais en tout cas, l'association des anti-TNF avec ce risque de myélodysplasie ou d'aggravation vers la lame n'est absolument pas démontrée. Alors l'hématopoïèse clonale, on le sait, elle a un impact direct sur l'inflammation systémique. On aurait pu en parler très longtemps, on aurait pu faire 30 minutes de présentation là-dessus, tellement c'est développé à l'heure actuelle et tellement c'est à la mode. Et vous avez cette étude-là qui était assez intéressante, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert là pour la présentation. Ils ont pris 200 patients à qui ils posaient une prothèse totale de hanche et à qui ils prélevaient de la moelle, ils faisaient un
LGS chez ces patients-là. Et ils ont vu que parmi ces 200 patients, il y en avait 77 qui avaient des mutations avec une prévalence assez importante DMT3A, TET2, ASXL1. Et chez ces patients-là, il était intéressant de constater que c'était associé à un surrisque d'ambiance auto-immune chez ces patients-là à très large spectre. Mais ce risque était clairement associé sur ce travaux-là. Quand on va plus finement regarder ce qui se passe et comment en fait une mutation va impacter sur l'inflammation, on a des données intéressantes avec par exemple la mutation TET2 où il est démontré que lorsqu'on prend des macrophages médulaires dans un modèle murin et que ces souris sont KO pour TET2, et ben on arrive à montrer cette surexpression de l'IL1β et de l'IL6 qui est présente chez ces macrophages mutés TET2 et qui n'est pas présent dès lors que les souris sont KO pour TET2. Et ça, c'est joli à mettre en parallèle avec le risque des myélodysplasies et les complications cardiovasculaires de ces patients, ce qui est très bien démontré. On est dans l'ambiance de l'inflammasome, de l'IL1, et vous connaissez les travaux qui ont été menés avec les anti-IL1 et les facteurs de risque cardiovasculaire et la prévention de ces complications cardiovasculaires. La mutation TET2, elle impacte aussi sur les cellules NK. Les cellules NK jouent un rôle important dans certaines maladies auto-immunes ou inflammatoires. La mutation TET2 va jouer sur l'activité cytolytique des cellules NK en réduisant leur activité. Et ce qu'il est intéressant de montrer, c'est que lorsqu'on met de l'azacitidine à ces patients-là, on va restaurer le phénotype cytotoxique des NK, ce qui peut être un avantage par rapport à certaines maladies inflammatoires. On aurait pu parler 30 minutes du Vexas, mais on m'a dit ils ont déjà fait ça et ils connaissent ça par cœur. Donc j'adore le Vexas, mais là pour le coup je m'arrête sur cette diapositive avec la mutation UBA1 que vous connaissez bien et de son association très forte avec le profil auto-inflammatoire de ces patients-là, au même titre que ces patients vont développer des tableaux myélodysplasiques et pas que, avec des infiltrats plasmocytaires que l'on voit chez ces patients, d'où l'association fréquente avec des gammapathies monoclonales, voire l'évolution vers le myélome multiple. Ça, c'est des choses que l'on connaît très bien, donc je ne détaillerai pas la mutation UBA1, mais dans le modèle Princeps et dans le papier du New England initial, l'activation de l'inflammasome était très clairement mise en évidence. Des données avec la mutation CARAS qui active NLRP3. NLRP3, c'est l'inflammasome, et ce que l'on sait très clairement, c'est que lorsqu'on est muté CARAS, on a une activation constitutive de la voie NLRP3 avec des manifestations auto-inflammatoires très marquées chez ces patients, comme ce qu'on pourrait voir d'ailleurs avec une mutation UBA1, avec ce tableau de PID, ce tableau de vascularite au niveau cutané, un syndrome inflammatoire très marqué qu'on va réussir à contrôler en bloquant l'IL1, donc en bloquant NLRP3 via l'anakinra chez ce patient porteur de cette mutation CARAS. Si l'hématopoïèse clonale, elle induit l'inflammation, eh ben, l'inflammation entretient l'hématopoïèse clonale, et ça on le sait depuis très longtemps. Lorsqu'on a une activation de l'inflammasome, on a un excès de cytokines, les cytokines IL1β, on en a parlé, l'IL18 qui évolue en parallèle de l'IL1β, mais on a aussi l'expression de nombreuses alarmines, l'activation de la voie ROS, et ça va activer la pyroptose, notamment au niveau des progéniteurs hématopoïétiques. Il y a une pyroptose qui serait même plus forte que le mécanisme d'apoptose, et ce qui explique l'hématopoïèse très altérée chez ces patients qui subissent les assauts des processus auto-inflammatoires. Et vous avez ici sur ces figures, en haut des cellules myéloïdes normales en fait, et en bas des cellules myélodysplasiques qui vont surexprimer caspase-1, surexprimer NLRP3 et l'inflammasome, avec en parallèle ces cellules qui deviennent globuleuses, dystrophiques en bas, témoignant du processus myélodysplasique qui s'installe. L'environnement cytotoxique, il est extrêmement délétère sur l'hématopoïèse, comme il est délétère sur la présentation clinique de ces patients. Les excès de cytokines, en fait, de TNF, d'interférons, d'IL6 vont être corrélés à la survie de ces patients-là, toutes causes confondues, vont participer à un excès d'apoptose vers la surexpression de FAS-ligand et va activer la voie NF-kappa B à l'origine d'une dysrégulation de l'hématopoïèse.
Une dérégulation lymphocytaire est bien décrite en parallèle. Ce schéma juste très simple pour montrer qu'il y a un déséquilibre au niveau des T8, des cellules NK, des T régulateurs dont on a très peu parlé ici, mais on sait que cette activation va déréguler l'expression de FOXP3, va perturber les Treg et donc ça va mettre en péril le profil auto-immun ou inflammatoire de ces patients-là. Et ces manifestations ne sont pas liées que à de l'immunologie, c'est aussi lié à l'infiltration des cellules mutées dans les lésions qui vont participer aux lésions inflammatoires observées chez ces patients. Vous avez ici 14 patients qui présentaient des tableaux de dermatose neutrophilique chez lesquels on a prélevé les cellules cutanées, on a analysé par NGS le profil mutationnel de ces patients, on a démontré que chez 10 des 14 patients, il avait exactement le même NGS que celui qui était observé au niveau médulaire avec une prédominance des mutations TET2 et DNMT3A. Donc ça, c'était un bref aperçu de tout ce qui se passe et qui explique l'intrication très importante entre les maladies auto-immunes et inflammatoires et les pathologies hématologiques. On va embrayer sur le profil des patients. Alors globalement, les patients qui ont ces myélodysplasies, CLMMC, ce sont plutôt des patients âgés, plutôt des hommes, mais quand on prend les études cas contrôle et qu'on regarde précisément les patients qui ont les mêmes maladies mais qui ont une maladie auto-immune ou qui n'ont pas la maladie auto-immune, on voit qu'il y a une tendance à plus de femmes, ce qui est attendu dans le spectre de l'auto-immunité et non pas de l'auto-inflammation, avec notamment les travaux de Komrokji, donc je présenterai pas mal de résultats, qui est une très belle étude cas contrôle qui a été menée et où il démontrait qu'en effet, les patients qui avaient des maladies auto-immunes étaient des femmes dans 44% des cas versus 30% lorsqu'il n'y avait pas de maladie auto-immune. Alors, quelles sont les pathologies concernées et qu'est-ce qu'on s'attend à trouver chez un patient qui a une myélodysplasie, une LMMC, en termes de manifestations associées ? Le plus fréquemment, ce que vous verrez le plus, ce sont les vascularites, les tableaux articulaires, les atteintes cutanées, et les cytopénies auto-immunes. Mais encore une fois, ça c'est très aléatoire selon les séries et selon la finesse de la description des cohortes. Dans ces travaux-là de Komrokji, qui compte près de 1400 patients, lui retrouvait surtout des hypothyroïdies, des PTI, des PR, des PSO, des MICI et des vascularites. Si on va dans ce registre qui est, je pense, le plus large rapporté à ce jour, publié par Anderson, qui comptait 2500 patients qui avaient des pathologies myéloïdes, on voit que ce surrisque de maladie auto-immune était représenté ici avec un odds ratio à 1,5, avec des maladies auto-immunes qui allaient des maladies rhumato, PR, lupus, Sjögren, PPR, aux cytopénies auto-immunes, la HAI, à la périartérite noueuse qui est une vascularite classiquement associée au LMMC, au lupus cutané, à l'anémie de Birmer. Alors si on regarde plus précisément ces maladies auto-immunes, est-ce qu'elles sont très différentes de ce qu'on voit dans notre pratique hors myélodysplasie ? Oui, elles sont différentes. Si on se pose sur les vascularites, en fait, d'abord les vascularites, on les verra plutôt dans les AREB et les LMMC. La PAN est volontiers associée à la LMMC. Je vous rappelle que la périartérite noueuse, c'est une maladie qui va toucher les vaisseaux de moyen calibre pour lesquels on n'a pas de marqueur biologique particulier, et c'est l'anapathe d'une lésion profonde en fait qui va nous montrer la vascularite, voire la mise en évidence des microanévrismes sur l'imagerie. Ce sont des patients qui vont se présenter avec des douleurs articulaires qui sont fréquentes, des lésions cutanées qui auront un profil nécrotique comme sur cette image que je vous ai montrée, et c'est la biopsie profonde en fuseau qui va nous ramener de l'hypoderme et mettre en évidence la vascularite, l'attente rénale fréquemment associée. Si on parle de vascularite des gros vaisseaux et notamment l'artérite à cellules géantes, celle que vous connaissez mieux sous le terme de maladie de Horton, peut-être, mais les maladies de Horton, ce n'est pas des maladies de Horton classiques, ce sera un patient qui n'aura pas la présentation céphalique, pas les maux de tête, pas l'atteinte oculaire, mais par contre, c'est le patient qui a la myélodysplasie, à qui on fait un TEP scanner parce qu'il est très inflammatoire et on va trouver la vascularite des gros vaisseaux, qui permettra de faire le lien avec la myélodysplasie. La maladie de B7, elle est très fortement associée
à la trisomie 8, ce que vous connaissez sûrement mieux que moi. La maladie de B7, elle se présente chez les patients avec une présentation qui est finalement très incomplète. Ce qu'on attend dans une maladie de B7, c'est au-delà de l'aphthose bipolaire, c'est l'atteinte ophtalmologique de la maladie de B7 qui n'est pas présente chez ces patients, mais par contre une atteinte digestive qui est au premier plan, avec des ulcérations digestives qui sont très marquées. Et dans cette série où il y avait 16 patients de maladie de B7, trisomie 8 avec une myélodysplasie versus une maladie de B7 standard, on trouvait cette surreprésentation des atteintes digestives et cette atteinte inflammatoire extrêmement marquée chez ces patients avec ce phénotype hématologique. La polyarthrite séronégative, elle est fréquente. Vos patients qui ont une myélodysplasie, vous allez me dire, ils sont vieux, donc ils ont mal aux articulations, ils ont de l'arthrose. Attention, ils n'ont pas que de l'arthrose. Ils ont d'authentiques polyarthrites inflammatoires, des mono, des oligoarthrites. Volontiers des femmes, ils peuvent avoir aussi des tableaux de PPR ou d'artérite à cellules géantes. Attention aussi, ils sont âgés, c'est peut-être de l'arthrose, mais normalement, ils n'ont pas ce caractère inflammatoire des douleurs, mais ils peuvent être hyperuricémiques, ils peuvent avoir une hémochromatose sur les transfusions, et il peut y avoir aussi une atteinte articulaire spécifique liée à l'infiltration par les cellules myéloïdes. L'atteinte cutanée, je vous l'ai dit, elle est fréquente. C'est le spectre plutôt des dermatoses neutrophiliques avec ces patients qui ont des suites très extensifs associés à des signes généraux, des cytopénies qui doivent mettre la puce à l'oreille, des pyoderma gangrénosomes volontiers associés aux AREB. Si on parle des cytopénies auto-immunes, je vous ai dit qu'elles étaient fréquemment rencontrées dans le spectre de ces hémopathies, parfois précédant le tableau ou associés au tableau. Vous avez des patients qui sont très profondément thrombopéniques avec un myélogramme qui retrouve une moelle riche en mégacaryocytes. Ils se caractérisent, ces PTI associés aux hémopathies myéloïdes, par leur caractère réfractaire. Ce sont des patients qui vont mal répondre aux immunoglobulines polyvalentes comparativement aux patients lambda, et ce sont des patients qui ont un risque hémorragique plus important, en sachant que ce sont des patients plus âgés que ceux habituellement rencontrés. Les anémies hémolytiques auto-immunes se voient également et elles n'ont pas de spectre particulier, si ce n'est que ce sont des patients qui vont moins bien régénérer du fait de la dysérythropoïèse. Et puis enfin, pour terminer, il y a la polychondrite atrophiante quand même, on est obligé d'en parler. Nombreuses polychondrites atrophiantes ont été prises pour être associées à des myélodysplasies lambda. Et puis finalement, depuis la découverte du BA1, on s'est aperçu qu'un bon nombre de nos patients étaient finalement des VEXAS, et on a fait le diagnostic a posteriori. On le sait depuis toujours, et quand j'étais interne, des gens me disaient attention, une polychondrite, c'est un truc vraiment associé aux myélodysplasies, mais pas trop l'azatioprine, s'il est trop inflammatoire, parce que c'est des choses qu'on connaissait déjà, et l'association, elle est clairement établie avec des tableaux d'anémie réfractaire fréquemment associés et concomitants au tableau, et qui surviennent dans ce contexte hématologique chez des hommes de préférence. Et puis après, on aura des MICI, on aura des glomérulonéphrite. Bref, vous voyez que finalement, il y a beaucoup d'atteintes qui pourront être rapportées et rattachées à l'hémopathie du patient. Et pour terminer, le VEXAS, avec, vous voyez, des atteintes multi-organes qui sont rapportées. C'est une pathologie qu'on connaît bien maintenant, elle est très bien identifiée, d'où le nombre de publications qui arrivent avec des descriptions multiples, et finalement, toutes les atteintes sont rapportées. Elles sont très larges et certaines sont très évocatrices, comme des patients qui vont présenter des tableaux de chondrite ou le patient qui va présenter des œdèmes oculaires. En fait, ça c'est très évocateur du VEXAS, avec ces patients qui sont extrêmement inflammatoires. On les prend souvent pour des périartérites noueuses parce que quand on biopsie la peau, on a d'authentiques tableaux de PAN, sauf qu'ils ne répondent pas bien au traitement, et c'est ça qui doit mettre la puce à l'oreille et qui va motiver les explorations complémentaires. Alors l'hémopathie sous-jacente à ces tableaux-là, c'est essentiellement des dysplasies multilignées avec des dysplasies avec excès de blastes, et quand on regarde dans les différentes séries qui ont été publiées, c'est vraiment ce spectre-là, avec un tiers de patients de dysplasie multilignée et l'autre tiers des anémies réfractaires avec excès de blastes, en sachant que si on regarde la classification IPSS, en général toujours, dès lors qu'il y a une maladie auto-immune associée, on est plutôt dans le spectre d'un faible risque
à risque intermédiaire dans 3/4 des cas et le karyotype est favorable dans 2/3 des cas. Donc des pathologies, hématologies qui ne sont pas forcément très bruyantes, mais très bruyantes par leur présentation clinique en lien avec l'inflammation ou l'auto-immunité. Ce sont des patients qui ont un taux de PNN qui a tendance à être supérieur, qui ont moins de blastes. On l'a dit, ce sont des SMD à faible risque. Et il y a cette association à la trisomie 8 que je vous ai décrite avec les pseudo-B7 et ses atteintes digestives. Et puis les mutations que l'on voit de plus en plus fréquemment, ce sont dans ce contexte-là TET2, IDH1, SRSF2, avec l'association TET2-IDH qui ressort assez fortement comme étant une signature volontiers associée à ces manifestations auto-immunes inflammatoires, idem pour SRSF2. Pour ce qui est de VEXAS, en fait, au-delà du BA1, on a volontiers DMT3A et TET2 qui sont associés dans ce contexte, et puis IDH qui revient aussi avec les associations très fortes chez les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes séronégatives et qui sont mutés IDH1, 2. Et ça, c'est des choses que l'on voit vraiment régulièrement et qui sont bien sûr publiées. Alors, quel est l'impact pronostique lorsqu'on a une telle maladie? Qu'en est-il de ces patients? En fait, quand on fait le point, et puis finalement, je suis tombée sur ce papier qui résumait ça sur un tableau, mais très clairement, plus on lit d'études et plus l'impact pronostique est très différent en fonction des études. Et on a l'impression que parfois, le fait d'avoir une maladie auto-immune, c'est plutôt un pronostic plutôt favorable. Dans d'autres situations, c'est défavorable. Dans d'autres situations, ça n'a absolument pas d'impact. Probablement parce que dans les études, c'est beaucoup trop hétérogène et qu'il faudrait se focaliser sur une pathologie hémato, une pathologie de médecine interne, on va dire, pour avoir peut-être des réponses un petit peu plus précises. Ça, c'est la cohorte de 1400 patients où ils ont montré que tout patient confondu, hémopathie, myélodysplasie ou LMMC et maladie auto-immune ou inflammatoire, la survie globale paraissait meilleure chez les patients qui avaient une maladie auto-immune, et ils ont montré que le fait d'avoir une maladie auto-immune, c'était un facteur de risque indépendant de meilleure survie globale. Donc ça, c'est ce qui montrait avec un risque de transformation en LAM qui semblait diminuer chez ces patients qui avaient une maladie auto-immune. Si on regarde plus précisément, et c'est ce qui me paraît plus intéressant, c'est de regarder en fonction du phénotype clinique des patients. Et là, si on prend ces travaux français où ils ont pris 316 patients, dont 41 PTI associés à une myélodysplasie. Donc une étude assez récente qui se base sur le registre Carmen, qui est un registre national de recensement des PTI. Il nous montre que le fait d'avoir un PTI n'a pas d'impact sur la survie globale, mais ce sont des patients qui transforment moins, semble-t-il. Si on regarde au cours de la LMMC, qu'on prend nos patients bordelais, où on a pu faire cette analyse pour 130 patients qui avaient donc 24 cytopénies auto-immunes et 23 maladies auto-immunes hors cytopénie, on voit que le pronostic semble meilleur en cas de cytopénie associée et en l'absence de ASXL1, CUX1 et DNMT3A. Enfin, si on termine sur une étude qui porte sur les vascularites, cette étude s'est intéressée aux patients qui avaient une artérite à cellules géantes. Il y avait 101 patients, dont 21 qui avaient une myélodysplasie associée à l'artérite à cellules géantes. Il nous montre qu'il n'y a pas d'impact sur la survie globale, mais que la survie est moins bonne sans rechute et qu'il y a quand même une forte corticodépendance chez ces patients. Cela me permet d'embrayer sur le traitement, parce que la corticodépendance, c'est la caractéristique de ces maladies associées aux myélodysplasies, et c'est ce qui doit mettre la puce à l'oreille, qui doit nous faire dire attention, ce patient ne répond pas du tout de façon conventionnelle, et peut-être que cette myélodysplasie qui semble latente, très à faible risque, il va falloir que je m'y intéresse peut-être, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir pour prendre en charge ce patient. Alors en effet, le traitement de ces patients, il est conditionné par la réponse à la corticothérapie. En première intention, c'est ce qu'on proposera chez eux, où on voit qu'ils répondent très bien, sauf qu'ils répondent à très forte dose, et ils ont une corticodépendance qui est extrêmement importante. On considère que quasi 2 patients sur 3 va avoir une corticodépendance. Donc, on va faire appel à des traitements de deuxième ligne, soit des biothérapies ciblées anticytokiniques que l'on a à disposition, et c'est pas ce qui manque, soit par l'utilisation d'immunomodulateurs ou d'immunosuppresseurs, et en fonction du spectre que l'on a en face de nous, si on a un PTI, on mettra volontiers du rituximab, si on a un spectre lupique, on mettra volontiers de l'hydroxychloroquine, etc. Mais on s'attachera
éviter certains traitements cytopéniants, en l'occurrence l'azatioprine, mais aussi le métaux et le cyclophosphamide, en fonction du spectre clinique que l'on a. Si par exemple on prend ces cas de PTI, je trouvais ça intéressant parce que ce sont des situations auxquelles vous êtes sûrement fréquemment exposés. Ce patient qui est très thrombopénique, qui a certes une myélodysplasie, mais qui a pas mal de mégacaryocytes avec un spectre de thrombopénie périphérique associé. Les travaux français ont montré que la corticothérapie en première ligne pouvait fonctionner, que la réponse aux immunoglobulines polyvalentes, elle n'était pas très bonne, mais que par contre, lorsqu'on utilisait des traitements de deuxième ligne, on pouvait avoir des résultats intéressants, ce qui doit inciter le clinicien à proposer ces traitements-là de PTI chez ce patient qui est myélodysplasique, parce que le bénéfice peut être non négligeable chez ce patient-là s'il ne relève pas du traitement de l'hémopathie par un traitement spécifique. Le traitement de l'hémopathie va passer par des molécules telles que l'azacitidine, la greffe, voire des thérapies ciblées qui sont actuellement en développement. Ce que l'on sait, c'est que l'azacitidine va apporter un réel bénéfice chez le patient, non pas que en traitant le clone, mais également grâce à tous ces effets immunomodulateurs qui sont rapportés. Je vous ai montré l'exemple des NK, mais il y a également un bénéfice certain sur les T-rex, sur les T cytotoxiques. Et donc, déjà, il y a plus de 10 ans, il avait été montré que sur une cohorte d'une vingtaine de patients, il y en avait 22, je crois, il y en avait 19 qui avaient des manifestations inflammatoires qui répondaient à l'azacitidine, alors que le patient n'avait aucune indication de ce traitement-là, et ce qui a fait que l'interniste est allé insister très fortement auprès des hématologues. Je me souviens de RCP où on défend notre azacitidine que l'hématologue ne veut pas nous donner, en leur disant mais si, je t'assure, il faut vraiment que j'essaie de le traiter comme ça, ce patient. Alors le Vexas, il nous aide beaucoup, parce qu'avec le Vexas, on a été exposé à des situations très compliquées sur le plan clinique, qui nous ont fait réfléchir à l'intérêt de traiter ce clone, en fait, même s'il n'y avait pas du tout d'argument hématologique pour lancer un traitement par azacitidine. Alors, les premiers papiers sont des papiers français de Thibaut Caumont, toulousain, qui a montré que chez 11 patients qui avaient un Vexas syndrome, lorsqu'on mettait en place l'azacitidine, alors que l'azacitidine n'était indiquée pour raison hématologique que dans 3 cas, dans 5 cas, les patients répondaient de façon plutôt très favorable sur les manifestations inflammatoires de la maladie, nous permettant en tout cas, émettre des points très importants auprès des hématologues pour justifier ce genre de traitement. Dans ces 11 patients, il y a un patient bordelais, je me souviens d'être allée à la RCP, et on m'a dit, au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, ok, t'as qu'à lancer l'azacitidine, et c'était énorme, parce qu'à l'époque, le patient n'avait pas eu BA1 encore, donc on ne savait pas qu'il avait un Vexas, mais il était couvert de suite avec une corticodépendance extrêmement importante. Il était gravissime, ce patient, du fait de l'inflammation qu'il avait, et il avait ce spectre hématologique avec une dysérythropoïèse extrêmement marquée, sans qu'il ait les critères hémato pour un traitement. Et on m'a dit, bon, écoute, vas-y, finalement, genre, tu nous fatigues, on démarre le traitement. C'était il y a de nombreuses années. Ce patient, il est guéri, c'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de se dire, bon, on allège l'azacitidine, il n'a plus rien, le clone a disparu, il n'a absolument plus rien, ce patient. C'est juste assez incroyable. Tous les patients ne répondent pas comme ça, je peux vous l'assurer. La cohorte française là, qui est publiée, qui va être présentée à l'ASH par Thibaut Caumont bientôt, relate 88 Vexas français traités par azacitidine, et vous voyez que dans 60% des cas, ces patients vont répondre sur le plan de leur manifestation inflammatoire, sur le plan hématologique et sur le plan de la réponse moléculaire, avec des patients qui ont une survie sans rechute de 90% à 12 mois et de 85% à 5 ans pour les patients pour lesquels on dispose des données. Donc ces éléments sont juste majeurs. Il faut bien se rendre compte que les Vexas, nous, quand le papier est sorti, on a diagnostiqué pas mal de Vexas rétrospectivement en se disant, là, tous ces patients-là, on a fait la recherche du BA1 et on a mis en évidence le Vexas. Ils sont tous morts, hein, le Covid est arrivé. Ces patients qu'on avait traités très lourdement par de l'endoxan, des méthodes des immunosuppresseurs, des biothérapies. Ils étaient très immunodéprimés. Quand on a fait le diagnostic, c'était déjà un petit peu tard. Ils avaient des comorbidités tellement importantes qu'ils sont décédés, ces patients-là. C'est une maladie qui est extrêmement grave et on est très vigilant, être très agressif sur le plan du traitement. Et puis, est-ce qu'il faut les greffer, ces patients ?
peut-être, dans certaines situations, quand ils ne sont pas trop âgés, pas trop comorbides, il ne faut peut-être pas trop attendre pour les greffer compte tenu de la gravité de la maladie. Ça, ce sont des discussions, mais en tout cas, ces 6 patients-là avaient répondu de façon assez favorable à la greffe dans 5 cas. Un patient est décédé des complications infectieuses. Enfin, pour terminer, quelle est la réponse de la myélodysplasie associée à la maladie auto-immune ou inflammatoire au traitement spécifique? Est-ce qu'ils répondent aussi bien à l'azacitidine que les autres? Ben oui, exactement de la même façon, donc aucune arrière-pensée à utiliser ce traitement chez eux. Donc finalement, quelle est la stratégie thérapeutique adoptée? Je trouvais assez intéressant ce graphe-là, parce que c'est exactement nous, en tout cas, je ne sais pas si on raisonne bien, mais à Bordeaux, on raisonne comme ça. On a affaire à un patient qui a des manifestations inflammatoires associées à une myélodysplasie. Bien sûr, c'est l'obsession de UBA1, c'est vraiment obsessionnel, UBA1, chercher UBA1 dans nos services, parce qu'on voit tellement de patients qui ont ce spectre qui pourrait coller. Et puis dès lors qu'on a UBA1, on est dans le spectre du VEXAS, et puis à nous de voir ce que l'on met. Vous savez que les JAK inhibiteurs sont très bien positionnés dans le VEXAS, et il y a surtout des essais cliniques. Donc là, actuellement, l'objectif, c'est d'inclure les patients dans les essais cliniques, et à nous de discuter en fonction du profil et de voir s'il faut aller au-delà et mettre l'azacitidine ou envisager la greffe. Lorsqu'on a un patient qui n'est pas muté UBA1, on va évaluer le risque IPSS de ce patient. Dans la grande majorité des cas, on a un profil à bas risque et on sait que la corticodépendance sera très forte chez ces patients, donc on proposera les immunosuppresseurs, les biothérapies très rapidement chez ce patient pour essayer de passer le cap. Chez les patients à haut risque, très rapidement, on proposera l'azacitidine et éventuellement on discutera de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Voilà les questions que vous vous êtes posées, les réponses que je vous ai apportées. Puis il y a plein d'autres questions qu'on se pose et qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a des marqueurs prédictifs? On ne sait pas. Est-ce que si je suis très efficace sur ma maladie auto-immune, maintenant on est de plus en plus agressif dans le traitement des maladies auto-immunes, est-ce que ça va impacter sur le risque de myélodysplasie à long terme? Je n'en sais rien. Quelle est la place de certaines thérapies ciblées IDH1 dans la polyarthrite inflammatoire? Ça a du sens, sauf qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. On m'a dit que non, donc on ne peut pas. Donc on fait comme on peut avec des biothérapies qui ne marchent pas bien sur ces polyarthrites-là. Quelle est la meilleure stratégie thérapeutique pour ces patients? Ce sera à définir avec l'expérience qu'on va acquérir dans les années qui viennent, surtout grâce au protocole qui arrive. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo très complet, très transversal et très intéressant. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Merci beaucoup. J'avais une question concernant les syndromes myéloprolifératifs. À Brest, il y a des données qui ne sont pas encore publiées, mais qui montrent qu'il y a pas mal de patients avec un SMP, une maladie de Vaquez ou bien une thrombocytémie essentielle ou une myélofibrise primitive, qui ont aussi un immunophénotypage évocateur de LMMC. Et puis en fait, au NGS, il y a aussi des anomalies compatibles avec une LMMC. Est-ce qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits pour regarder si ces patients-là avaient des manifestations auto-inflammatoires ou auto-immunes ? Je peux te dire, c'est qu'en tout cas, dans les SMP, ils ont ces manifestations inflammatoires auto-immunes qui est volontiers rapportée de façon satellite à l'inflammation induite par la fibrose, et que lorsqu'on met des JAK inhibiteurs chez ces patients-là, on améliore drastiquement leur qualité de vie de ce fait. Par contre, cette association avec la LMMC, c'est quelque chose que j'ai pas. Ce que je peux te dire par contre, c'est que quand on regarde dans notre série bordelaise les LMMC dysplasiques versus les myéloprolifératives, et dans les séries qui sont publiées dans la littérature, il n'y a pas du tout de différence en termes de spectre dans la maladie auto-inflammatoire ou auto-immune et dans la réponse au traitement, du tout. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que du coup, à quel niveau vous placez les indications de myélogramme et de NGS chez vos patients à la découverte de ce genre de maladie de système? Est-ce que c'est systématique ou pas? Alors, ce n'est pas systématique, pas exagéré, on est très agressif, ça c'est clair, dans les bilans de nos patients. Voilà, donc un patient qui a une maladie auto-immune et inflammatoire. Alors, par exemple, les patients qui ont une maladie inflammatoire.
ce sont des patients qui ont une CRP lorsqu'ils sont en poussée qui est vraiment très importante. Ce patient que l'on prend en charge parce qu'il a une histoire qui traîne quand il arrive dans nos services, en fait, c'est un patient qui normalement doit être microcytaire sur l'inflammation. Voilà. Donc déjà, ça c'est un signal, en fait, un red flag, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que si ce patient, il arrive normaux macrocytaire, alors qu'on m'explique que ça fait 18 mois qu'il traîne pour une histoire inflammatoire à laquelle on ne comprend rien, ça c'est juste pas possible. Donc myélo, voilà. Le NGS, voilà. Alors il faut savoir qu'on en demande beaucoup, et après, on ne les fait pas tous. Voilà, donc Audrey nous appelle en disant, bon là, elle ne m'appelle même pas, des fois elle dit que le NGS, voilà. Mais bon, c'est vrai, on est tous d'accord sur le fait que c'est un coût extrêmement important. Par contre, extrêmement important de les documenter, ces patients-là. Après, quand on discute avec les biologistes et qu'on les appelle en disant, écoute, vraiment, là, c'est cette patiente qui a, certes, elle n'a qu'une dysérythropoïèse, mais elle a une polyarthrite pas du tout caractéristique, elle a un profil de PR séronégatif. Ce sont des patients qui sont vraiment très douloureux, très inflammatoires, qu'on ponctionne sur le plan articulaire. Ces patients-là, voilà, on est content de les explorer et on tombe sur la mutation IDH1 il n'y a pas longtemps et on nous les rend. Mais c'est pas systématique, non, t'imagines. Voilà. Mais en effet, macrocytose et normocytose sur une inflammation chronique, on est assez friand. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais des questions sur le cas myélodysplasie et PTI. Alors, comment on différencie les deux? Parce que le PTI, c'est quand même un diagnostic d'élimination. Est-ce qu'il faut faire une corticothérapie à tout patient qui a une majoration de thrombopénie? Eh bien, écoute, quand tu as une myélodysplasie avec une thrombopénie profonde et qu'en effet, sur le myélo, tu as des mégacaryocytes, en fait, on est assez friand de faire un petit bloc de dexaméthasone. Hein. Comme on dit, ça ne mange pas de pain, puis pour le coup, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est un premier point. Et puis, parfois, on va être sensibilisé parce que ce patient qui est profondément thrombopénique, tu vas devoir lui passer des plaquettes, par exemple, et tu t'aperçois que le rendement est nul, ce qui va mettre en exergue probablement une cause périphérique associée. Et puis après, nous, à Bordeaux, on est très friands aussi de la scintigraphie aux plaquettes marquées, quand on est dans des situations un petit qui nous paraissent mixtes, où on n'arrive pas bien à trancher. Elle nous aide beaucoup, la scintigraphie aux plaquettes marquées, pour répondre à la question. Donc on se sert de tout ça, mais vraiment en bloc de dexaméthasone, honnêtement, ça a du sens que de le proposer, c'est facile à faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour finir, moi j'avais une petite question. Est-ce que, je ne sais pas si on a des données, que ce soit de génomique ou transcriptomique, un petit peu des clones lymphocytaires qui peuvent être autoréactifs dans ces maladies-là, mais est-ce que leur profil se rapproche en fait, par exemple dans les polyarthrites séronégatives ou autres vascularites ou autres manifestations auto-immunes? Est-ce qu'on a des profils en fait qui sont assez identiques aux maladies qui ne sont pas associées aux myélodysplasies justement, ou est-ce que vraiment on voit qu'il y a ouais, c'est une très bonne question. Et pour le coup, tu vois, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je ne sais pas, j'ai pas lu là-dessus. Autant il y a une littérature extrêmement riche sur ces clones de LTO autoréactifs et qu'on essaie même de sélectionner et pour lesquels on développe des CAR-T autour de cette thématique-là. Donc c'est très très à la mode. Mais en effet, j'ai pas vu en tout cas de parallèle mené avec des patients qui auraient une myélodysplasie, voir si on est vraiment dans le même spectre. Ouais. C'est une bonne question, je sais pas. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Encore.